Bonjour et bienvenue pour une vidéo sur les 5 blessures. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Marie-Pierre Bras. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, quelle est l'origine de ce mouvement des 5 blessures? En fait, les 5 blessures ont été mises au point par une Québécoise qui s'appelle Madame Lise Bourbeau, qui a créé en 1982 une école de croissance personnelle qu'elle a développée au Québec d'abord et puis dans différents pays. Elle intervient dans 27 pays exactement. Et ce concept des 5 blessures, Lise Bourbeau, en fait, l'a juste conceptisé, en fait. Elle s'est inspirée des travaux d'un psychiatre américain qui s'appelle John Pierrakos. Et ce monsieur, au fil des centaines de consultations qu'il a pu avoir avec des gens qui venaient le consulter pour une souffrance X, Y, Z, ce monsieur a constaté que lorsque l'être humain va mal, la plupart du temps, même pratiquement tout le temps, ça réactive une des 5 blessures émotionnelles de la petite enfance. Lise Bourbeau a étudié ce concept, l'a observé de très près, elle aussi, et a écrit un livre sur ce concept-là pour nous permettre d'identifier l'origine de nos souffrances psycho-émotionnelles. Alors du coup, quelles sont ces 5 blessures? Alors, ces 5 blessures, en fait, qui se développent entre 0 et 7 ans, que tous les êtres humains ont en ont au moins 4 sur 5, quelle que soit la culture. On peut aussi bien se trouver perdu au fin fond de l'Amazonie. Les études en psychologie moderne ont montré que tous les êtres humains ont ces 5 blessures. Est-ce que tu veux dire que quand tous les êtres humains ont ces 4 blessures sur les 5, Oui. donc indépendamment de leur culture, de leur position sur la planète, mais aussi indépendamment du fait qu'ils aient eu des bons parents, des mauvais parents, une bonne enfance, une mauvaise enfance? Oui, la question, elle est pertinente en fait, parce que ce qui va créer les blessures, après je te les présenterai pour répondre à ta question précédente, ce n'est pas tant, bien sûr que ça va dépendre de ce que les parents vont faire avec leurs enfants, comment ils vont agir, mais c'est surtout la sensibilité de l'enfant et sa façon de percevoir la situation, l'événement avec ses parents, c'est ce qui va enclencher la blessure. Depuis 12 ans que je chemine avec ce concept, d'abord pour ma vie personnelle, que ça a complètement illuminé et libéré. C'est un outil au quotidien que j'utilise pour moi tous les jours. C'est ce qui m'a donné envie de le transmettre. Eh bien, quelle que soit la situation qu'on peut vivre quand elle est désagréable, ça réactive une des 5 blessures. Et c'est vraiment, j'ai pu comprendre moi que mes parents, à qui je pouvais en vouloir pour plein de choses, en fait, n'avaient fait que de leur mieux en fonction de leurs propres blessures. Par conséquent, 9 fois sur 10, les parents n'ont pas eu l'intention de blesser leur enfant. C'est ce que je voulais t'entendre dire et je pense que pour beaucoup de parents qui se soucient de comment ils peuvent mieux aider, soutenir leurs enfants et qui des fois se disent est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, d'avoir conscience que, aussi parfait qu'ils puissent être, si cette perfection existe, ce dont je doute, il y a une part qui appartient à l'enfant par rapport à sa sensibilité et à comment lui, il reçoit ce qui lui est donné. C'est ça, tu as très bien retranscrit. Merci. Et donc les 5 blessures, effectivement. Alors, ces 5 blessures, en fait, elles se déclenchent entre 0 et 7 ans. Dans l'ordre chronologique du développement de l'enfant, je vais te les énumérer. La première des 5 blessures est la blessure de rejet. Donc après, si tu veux, je t'en parlerai de façon un petit peu plus détaillée. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on a un fonctionnement d'une intelligence subtile, l'être humain, et que lorsqu'on vit des situations douloureuses au niveau émotionnel, on a un fonctionnement de protection qu'on met en place inconsciemment. Ce fonctionnement de protection, Lise Bourbeau l'appelle mettre le masque. Donc on développe en fonction de chaque blessure une personnalité, un caractère de protection. Et dès qu'on va être dans une situation qui nous met en danger, inconsciemment, on va mettre ce masque qui va nous protéger. Donc je t'en parlerai un petit peu plus après. Donc pour la blessure de rejet,
c'est-à-dire l'enfant s'est senti rejeté, je préciserai ça tout à l'heure. Le masque qui correspondra, ou le caractère, hein, les différentes personnalités développées, cet ensemble de sous-personnalités, ce sera le caractère du fuyant. Rien de péjoratif dans les termes qui correspondront à chaque blessure pour les masques, mais quand je t'en parlerai plus, tu verras, ça fait sens en fait. Donc la blessure de rejet, caractère du fuyant. Ensuite, la blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, le caractère qui lui correspondra, ce sera le caractère ou masque de dépendant. Ensuite, la blessure d'humiliation. Cette blessure d'humiliation, le masque au caractère de protection sera le masochiste. La blessure de trahison, caractère qui correspondra de protection, ce sera le contrôlant. Et la dernière, c'est la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, le caractère de protection ou masque sera le rigide. Ce que je te propose, c'est que nous rentrions davantage dans le détail de chaque blessure. Oui. Voilà comment elle se construit, comment elle nous impacte, et puis si tu peux donner quelques pistes pour en sortir. Et la première, donc, c'est le rejet, c'est la blessure de rejet. Oui, voilà. Bon, la blessure de rejet va se déclencher entre le moment où les parents apprennent la grossesse et 1 an à peu près. Cette blessure, c'est pas parce que l'enfant n'aura pas été un enfant désiré que la blessure va tout le temps se déclencher. Parce que là encore, ça va dépendre de la sensibilité de cet enfant-là. Et d'un enfant à l'autre, dans une fratrie, une même situation ne va pas être vécue de la même manière. Donc, il se peut que si les parents apprennent cette grossesse et qu'elle tombe mal, pour des raisons X, Y, Z, ce petit être en devenir, là, si tout petit, a déjà une hypersensibilité et ne va pas se sentir désiré, accueilli à bras ouverts. Et par conséquent, c'est comme si quand les parents, par exemple, disent « Oh là 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 là, c'est pas vrai, mais tu te retrouves enceinte, tu te rends compte, on vient de prendre un crédit, moi je viens de perdre mon boulot, ça nous arrange carrément pas et comment on va s'en sortir ?» Ou bien « Moi je voulais un petit garçon, ça va être une fille », enfin bon. Ou comment faire, c'est le 5e enfant qu'on a. Voilà, toutes ces situations des familles qui sont très courantes, qui font que, aïe, mince, une grossesse, là, ça tombe mal, quelle que soit la raison. Il se peut que déjà l'enfant se sente rejeté et déclare cette blessure émotionnelle. Après, il peut se passer, pendant ces 1 an, par exemple, une maman qui retrouve du boulot, le papa se retrouve au chômage, la maman était très disponible pour ce petit tout, et puis dès qu'il pleurait, elle allait le chercher, et puis là, eh bien, elle peut le laisser pleurer plus longtemps, et le petit va en fait commencer à vivre l'angoisse de ne plus être aimé. Sous les 5 blessures, on ne parle que d'amour insatisfait en fait. C'est qu'une histoire d'amour non comblée, les 5 blessures. Et du coup, la peur commence à apparaître. Mais pourquoi elle ne vient pas, ma maman? Avant, elle venait toujours me chercher. Évidemment que ça ne sera pas conscient. Mais l'enfant déjà commence à connaître la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Voilà. J'imagine que c'est même d'autant plus puissant que la blessure s'installe dans un moment où l'enfant n'a pas la capacité de recul, de conscience. Bien sûr, et ça sera d'autant plus puissant. Ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est que une des clés que je vais te donner tout de suite, parce que dans le séminaire des 5 blessures, on en est à peu près, quand on va vraiment travailler à fond avec ce concept, à 35 clés qu'on tourne dans la serrure du cœur quand on a mal. Quand on vit une situation difficile. Moi, je donne aux gens, et tout le monde en a un, curseur imaginaire, gradué de 0 à 10. Et là, je dis très vite, sans réfléchir, dans cette situation, à combien ça te fait mal, à combien tu es pas bien? Et là, les gens me disent, oh là là, Marie-Pierre, 8, 9, 10. Et il y en a des fois qui me disent, mais c'est même au-dessus de 10. Eh bien, la clé est la suivante. L'intensité de l'émotion, mesurée sur ce curseur spontané, est proportionnelle à l'intensité de la blessure réactivée. Même si on ne se rappelle pas de nos blessures, qu'on ne les a pas identifiées, on travaille tous sur nos blessures émotionnelles. On n'a pas besoin de forcément connaître Lise Bourbeau et ce concept. C'est juste un accélérateur pour apprendre à apaiser soi-même ses blessures. Mais c'est flagrant. Donc l'intensité de l'émotion nous reflète l'intensité de la blessure réactivée.
Qu'est-ce qui peut caractériser encore quelqu'un qui est dans sa blessure de rejet? Alors, la première des descriptions qu'on fait lorsqu'on présente les 5 blessures, c'est de décrire le corps physique, parce que l'être humain a un corps et un cerveau d'une intelligence illimitée, et les blessures se lisent dans le corps physique. On en fait une lecture bienveillante et non jugeante tout le temps, c'est très très important de le dire. Les 5 blessures, ça ouvre le cœur. C'est vraiment un outil qui nous fait dépasser l'auto-jugement ou le jugement sur l'autre, je tiens à le dire. J'imagine mal que nous puissions guérir une blessure liée à un manque d'amour avec un manque d'amour. Donc, ça on va Évidemment, dans le mais jugement. c'est sûr, mais toi tu es capable de faire cette déduction, mais c'est important de le dire. Oui, bien sûr. Parce que les gens, dès qu'on parle du corps physique, tout de suite ça peut mettre en difficulté, dire oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire sur mon corps? Elle voit tout de suite mes blessures. Moi j'essaie d'abord, jamais je n'utilise en conscience cet outil pour faire une lecture sans la permission de la personne, sincèrement. Mais des fois c'est tellement évident. Et quand je me promène dans le tram et que je vois pour la blessure de rejet, une personne toute menue, toute grignette, ces gens limite maigres, qui ont un petit corps qui fait que les épaules veulent rentrer dans leur coquille de Bernard l'Ermite, un petit regard inquiet qui ne regarde pas dans les yeux, une petite voix qui ne prend pas sa place, il faut tendre l'oreille pour les écouter parler. Déjà, quand je vois une personne avec ce corps-là, moi, ça me touche. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que cette personne, elle a dû vivre des choses difficiles, toute petite, pas être reconnue comme elle le voulait. Qu'est-ce qu'elle doit se sentir nulle? Pardon. Elle doit manquer d'estime d'elle-même, souvent se dévaloriser. Et cette personne-là, moi, rien que déjà, en voyant le corps physique, j'ai de l'empathie. J'ai de l'empathie. Après, dans les comportements, puisque chaque blessure et chaque masque va avoir des caractéristiques physiques particulières, mais aussi on va en faire une lecture avec des comportements, des attitudes. La personne qui a le masque de fuyant, la blessure de rejet, quand je fais des conférences, elle va s'asseoir au fond. Elle ne va pas venir saluer tout le monde. Ah bonjour. Ah non. Elle va rester à un endroit où on ne va pas lui adresser la parole pour ne pas le faire parler devant tout le monde. Elle n'aime pas parler en public. Elle n'osera pas prendre la parole la plupart du temps. C'est une personne qui va beaucoup subir sa vie. C'est pour ça qu'il y a des blessures d'impuissance et de force, mais tu reviendras me voir et je t'en parlerai. Mais c'est une blessure d'impuissance, la blessure de rejet. Cette personne ne sera pas quelqu'un qui sera guerrier, guerrière. Elle se laissera marcher sur les pieds, elle n'osera pas dire non, elle n'osera pas dire stop. Donc c'est une personne qui va, dès qu'elle souffre, qu'on lui a fait de la peine, elle ne va pas pleurer tout de suite devant tout le monde, elle va dire bon ben là il faut que je m'en aille, et elle va prendre la porte et puis pleurer dans le couloir. Et puis elle ne va plus vouloir voir personne, elle va s'enfermer chez elle. C'est la blessure de rejet. Cette blessure qui fait que la personne se sent rejetée, autant qu'elle peut rejeter sans se rendre compte, et se rejeter elle-même surtout. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait aider cette personne-là? Quel est son axe de cheminement, de développement en particulier? Alors en fait, le concept des 5 blessures, c'est un outil d'autonomie. C'est pour apprendre les gens à apaiser eux-mêmes leurs blessures émotionnelles. Donc cette personne, elle aura d'abord à prendre conscience de tout ça, à prendre conscience des comportements toxiques qu'elle développe sans le savoir, contre elle en premier lieu. Et cette personne aura à apprendre à voir sa valeur, à quel point c'est une belle personne, à quel point c'est quelqu'un de riche en dedans et autour d'elle, parce que ce sont des gens très, comment te dire, brillants dans plein de choses, qui font un travail avec minutie, qui sont très sérieux, très consciencieux. Voir ses belles qualités, apprendre à dire non, à dire stop, à s'affirmer aussi, à faire respecter son espace, parce qu'on peut l'empiéter très facilement, l'espace de cette personne. Donc ça, je dirais que c'est le levier majeur à actionner pour aller vers un mieux-être. La deuxième blessure, c'est l'abandon, si j'en souviens bien. Oui, c'est ça, la blessure d'abandon. Comment elle se caractérise, elle aussi? Alors, cette blessure-là va se développer la première année de vie de l'enfant.
dans une situation où l'enfant aura manqué de soins ou d'attention ou d'affection ou de présence. Ça peut être, pour donner un exemple, pour dire que les blessures, ce n'est pas forcément les parents qui ont voulu vraiment créer ça. Imagine une petite fille d'1 an et demi et puis son papa, tous les soirs, a un boulot stable et là, va lui faire un bisou, lui raconte une histoire. Et cette petite, il se trouve qu'un jour, ben son papa, elle le voit beaucoup moins parce qu'il s'est retrouvé au chômage. Le boulot qu'il a trouvé, c'est pour aller construire le téléphérique à Morzine. C'était mon cas quand j'étais petite. Donc le papa, eh ben, il rentre qu'une fois par mois. Et la petite fille, eh bien, son papa, elle ne le voit plus, elle le réclame le soir. Et moi, je veux mon papa, il est où mon papa? Mais tu le sais, ma puce, dit la maman, papa, il va rentrer, on va regarder sur le calendrier, on mettra une gommette le jour où il va revenir. Mais cette petite-là, ce sentiment d'abandon, ce manque de sa présence, de son affection, il est véritablement là et ça suffit pour créer la blessure. Ce qu'il est important de savoir, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en général, il y a 2 blessures activées avec le parent du même sexe, en général 2 avec le parent du sexe opposé. C'est à observer de plus près et en finesse, mais je vais quand même le dire. Le rejet et l'injustice sont en général plutôt avec le parent du même sexe. Abandon et trahison, en général, plutôt avec le parent du sexe opposé. Comment savoir ça? C'est d'après aller voir dans notre vie, quand on se sent rejeté ou abandonné, si c'est plus souffrant quand c'est de la part d'un homme ou d'une femme. Et ça nous donne un peu l'heure juste, comme disent les Québécois. Cette blessure d'abandon, comment on va la reconnaître dans le corps physique? Alors, le masque qui correspond, c'est le dépendant. Et là, c'est un corps qui va manquer de tonus. Donc, peut-être, on voit des parties qui tombent, qui pendent et qui dégagent une certaine tristesse. Et ça peut dégager un manque de punch, un manque d'énergie. Alors, c'est les épaules qui tombent. On a l'impression que cette personne, elle porte le poids de la terre sur ses épaules. Ça peut être les yeux qui tombent au niveau des joues, des parties tombantes. Et ça manque de fermeté au niveau du tonus, par exemple musculaire. Ce sont des chairs qui manquent de tonus. Les comportements qui vont correspondre à la blessure d'abandon et au masque de dépendant, eh bien, c'est une personne, moi je l'appelle mon petit Calimero. C'est « oh, j'ai pas de sens, il n'y a qu'à moi que ça arrive ». Cette personne, depuis petite, elle n'a pas de chance. Il lui arrive des misères. C'est une stratégie inconsciente pour attirer l'attention dont elle a manqué. Alors peut-être un petit tout qui était tout le temps malade, qui faisait des cauchemars la nuit, il fallait finir dans le lit de papa et maman. Et après, en grandissant, continue de développer des stratégies qui font qu'il va attirer l'attention sur lui. Pas de chance, que des problèmes. Quelqu'un de négatif, de pessimiste, qui voit le verre toujours à moitié vide. Et puis quelqu'un qui ne peut pas prendre sa vie en main, c'est aussi un masque d'impuissance. Quelqu'un qui va subir sa vie, qui va beaucoup être dans la plainte. Qu'est-ce qui peut aider cette personne-là à apaiser, guérir, sortir de cette blessure-là? Alors cette personne, elle aura à prendre confiance en elle. Elle aura à prendre confiance en elle, qu'elle est capable de faire les choses seule. Elle ne peut rien faire toute seule. Alors, sa plus grande peur à elle, c'est la solitude. Je ne t'ai pas parlé de la peur du fuyant. Sa plus grande peur au fuyant, c'est la panique. La plus grande peur du dépendant, c'est la solitude. Cette personne ne peut rien faire seule. Elle a à apprivoiser la solitude. Elle a à prendre confiance en elle. Elle a aussi à débrancher la prise du courant moins et brancher la prise de vie sur le courant plus, pour être plus joyeuse, plus optimiste, mettre de la couleur dans sa vie, dans son cœur. Voilà, succinctement. Alors toujours si ma mémoire fonctionne bien, Oui. la troisième blessure qui se met en place, ou pas, c'est l'humiliation. Voilà, la blessure d'humiliation est une blessure un peu à part. C'est celle on aura les carottes la plupart du temps. Moi, je fais un test pour aller faire la cartographie des blessures des personnes, pour travailler après en finesse, que chacun puisse voir de plus près ses blessures. L'humiliation, il se peut qu'on la trouve très très peu. Cette blessure d'humiliation, elle se déclenche au moment de l'éducation à la propreté.
lorsque on commence à mettre l'enfant sur le pot, qu'il va apprendre à manger tout seul, au moment où il découvre aussi sa sexualité. Ça va souvent avoir un lien avec ce domaine de vie en fait. Cette blessure d'humiliation, elle est déclenchée avec l'adulte qui s'est occupé de l'enfant pour l'éducation à la propreté. Ce n'est pas toujours un parent, ça peut être une nounou, ça peut être une mamie, une tata, des fois un papa qui a arrêté de travailler pour élever les enfants, on le voit aussi aujourd'hui. Donc l'enfant a été rabaissé, humilié et en règle générale en public. Alors ce qu'il est important de dire, c'est que comme à l'école, quand on nous faisait balader avec les draps pleins de pipi en pension ou le bonnet d'âne sur la tête, c'était pas forcément pour faire du mal à l'enfant, c'était pour qu'il ne recommence pas. C'est ibalo, hein. Parce que les adultes, ils traînent encore ces blessures-là aujourd'hui. Donc l'enfant a été rabaissé, humilié pour quelque chose qui a fait honte aux parents en voyant l'enfant faire ça. Et donc, on a fait honte à l'enfant. Exemple, un petit tout qui joue, qui est sur son pot, sur la cuisine, un joli carrelage en dalle rouge. Et puis, il joue avec le pipi. Là, il met la main, la maman en train de cuisiner. Et puis, hop, des petites gouttes de pipi, comme c'est trop joli sur le carrelage rouge. La maman se retourne, la voisine rentre pour boire le café. Le gamin a la main dans le pot. La honte. Et là, la maman le traite de petit cochon dégoûtant. Et quand le papa arrive, ton gamin, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Rien que ça peut créer la blessure d'humiliation. Grande honte, humilié, rabaissé. Le corps du maso, il faut savoir que c'est la blessure la plus, je le dis, c'est le plus sociable de tous. C'est un caractère. Moi, j'adore avoir des gens maso dans mon entourage. Ils sont aux petits soins pour tout le monde. Ils sont doués d'une grande délicatesse, d'une grande gentillesse. Leur corps développe de la rondeur parce qu'ils sont ronds dans leur façon d'être. Ils mettent beaucoup de forme dans leurs relations et ils en mettent dans leur corps physique. Mais si la blessure est très très importante, ça peut aller jusqu'à la disgrâce, entre guillemets, et un corps qui va leur faire honte, qui va les dégoûter. Ils auront horreur de se regarder tout nus. Mais c'est un corps qui dégage une force parce qu'ils ont de la force. Dans leur relation aux autres, ils sont fabuleux. Ils sont très présents dans les comportements, ils sont très dévoués, ils sont d'excellents médiateurs. Mais alors avec eux, de vrais pots de vache. Des personnes qui se dénigrent, qui se rabaissent, qui se moquent d'elles-mêmes mais en étant très très dures, qui se sacrifient tout le temps pour les autres, qui se font tout le temps passer après, qui ne s'écoutent pas, qui ne se respectent pas. Le maso est fabuleux avec les autres et exécrable avec lui-même. Je te parle de la caricature. Parce qu'il faut savoir que les 5 blessures, c'est subtil. Elles vont se mailler l'une l'autre. C'est une valse à 5 temps. Et des fois, il y en a 2 qui se donnent la main, une troisième qui vient se greffer dans un même événement très très vite. Donc le maso, lui, ce qu'il a à apprendre, c'est celui qui a la plus mauvaise estime de tous. C'est encore pire que le fuyant. Il a vraiment à voir à quel point il est une belle personne. Et il a à apprendre à s'aimer, à se donner de l'estime, de l'attention, à s'écouter, à se respecter et à oser dire non et stop, puisque de toute façon, il se fait tout le temps passer après. Et donc pour la 4e blessure de trahison, oui, pour cette personne-là, c'est comment? Alors déjà, cette blessure, elle va apparaître entre 2 et 4-5 ans, au moment du développement de ce que Freud appelle le fameux complexe d'Oedipe, en fait. La petite fille amoureuse de son papa, le garçon qui veut se marier avec sa maman. Elle se déclenche à un moment où il y a eu un bris de confiance, en général, là je suis prudente, avec le parent du sexe opposé. Il y a eu un bris de confiance. Exemple, une promesse pas tenue. La petite fille voulait aller au manège avec son papa qui, enfin, cette année-là, était là pour la fête du village. Et puis, le papa lui promet que cette année, c'est lui qui l'emmène au manège. Et puis, le voisin Jean a aidé le papa à rentrer du bois la semaine d'avant. Cette semaine-là, il y a le voisin qui va rentrer son bois aussi. Ça pouvait attendre le lundi. Orage épouvantable. Le voisin Jean vient chercher le papa. Écoute Pierre, il faut que tu viennes m'aider à rentrer le bois. Là, il va y avoir un orage. J'avais acheté du bois bien sec. Et bien, le papa n'ose pas dire non. Il dit à la petite, écoute ma puce, je ne peux pas refuser. Jean m'aide tout le temps. Tu iras au manège avec maman.
Et la petite fille, mais tu m'avais promis, t'es méchant, tu m'avais promis. Ça peut être un drame pour le petit cœur de la petite fille amoureuse de son papa. Et ça peut suffire pour enclencher la blessure de trahison. On ne peut pas se fier à ce que ce papa il dit. Je ne peux pas lui faire confiance. C'est pour donner un exemple à chaque fois qui image. Donc après, le caractère qui correspond, c'est le contrôlant. Oui, je n'ai pas dit pour la blessure d'humiliation que c'était le masochiste, parce qu'en fait, cette personne va se faire du mal à elle toute seule. Hein? Le contrôlant, lui, c'est quelqu'un qui va être en méfiance aiguisée toute sa vie, surtout avec le sexe opposé, et qui va faire attention de ne pas se faire avoir. Et du coup, ça va exercer chez lui un contrôle excessif dans plein de situations. Déjà dans son corps, cette personne va développer un corps qui va en impressionner plus d'un. Les contrôlants sont des gens qu'on remarque. Je parle aussi de la caricature, hein, parce que les 5 blessures, on les lit toutes les 5 dans le corps physique. Mais si c'est quelqu'un qui a vraiment cette blessure très très fort, des personnes bien bâties pour les hommes, les épaules larges, on sent qu'il y a de la carrure, ça peut emporter, quoi, ça donne de la puissance. Les femmes, elles seront plus larges en bas. Culotte de cheval égale contrôlante. Chez nous, c'est vite vu, vite fait. Quand la femme est plus large au niveau du bassin, c'est une contrôlante. C'est quelqu'un qui va se méfier, entre autres du sexe opposé. C'est quelqu'un qui va essayer de contrôler pour pas qu'on la contrôle. Donc le contrôlant en comportement, donc un corps qui dégage cette force, cette puissance, voire un certain charisme. On les remarque vraiment, les contrôlants, quand ils rentrent dans une pièce. Et cette personne, elle va dégager des stratégies particulières. Alors, les contrôlants ne sont pas faciles à décrire parce qu'ils peuvent, à la caricature extrême, être très, très désagréables avec les autres. Donc, ce sont des gens qui présentent plein de belles qualités, mais pour ne pas se faire avoir et contrôler et rester en haut sur leur tour d'ivoire, eh bien, ils peuvent être très méfiants, fliqués. C'est eux qui vont regarder le portable de la copine ou de la conjointe, qui vont faire les poches, qui vont écouter une conversation derrière une porte pour dire « Oh là là, là j'y sens pas, qu'est-ce qu'ils disent de moi ?» Ces personnes-là peuvent aussi mentir, mais ne supportent pas le mensonge. Ces personnes-là peuvent être rancunières. Ce sont ces gens qui disent « Oh là, je ne suis pas prêt d'oublier ce que tu m'as fait là. Attends, là, c'est casé quelque part. Ça ressortira à un moment ou à un autre. Attends que. » Ce sont des gens qui peuvent aussi faire pression pour amener là où ils veulent amener. Alors, ils peuvent manipuler. L'extrême, le côté le plus désagréable du contrôlant, ça peut aller jusqu'à la manipulation perverse. Mais il ne faut pas oublier à leur décharge, et ça n'est pas une excuse, que ces gens-là ont une grande souffrance émotionnelle bloquée. Ce ne sont que des stratégies de protection. Ça ne les excuse pas. Mais après, ça aide à comprendre ces gens-là. Oui, concernant le contrôlant qui peut avoir des comportements sociaux, relationnels assez difficiles, parce que c'est quelqu'un qui va fliquer, qui va surveiller, qui va imposer, qui veut toujours qu'on soit de son avis, je disais à sa décharge, et ça n'est pas une excuse, moi maintenant je vois toujours la souffrance cachée de cette personne et qu'elle a développé cette stratégie pour se protéger. Et tout petit, moi je vois un enfant qui souffre. Après, ça ne veut pas dire de tout subir et laisser faire. Face à un contrôlant, il faut tenir tête, sans rentrer dans le conflit. Ils adorent ça, ils s'en nourrissent, ils sont excellents pour le conflit. Vraiment, ils ont comment dire, la gymnastique du conflit, alors eux, ça les connaît, quoi. Mais le contrôlant, lui, du coup, va avoir, en ayant ces comportements difficiles avec les autres, fliquer, rancœur, mentir, manipuler, ils vont s'isoler. On va finir par les craindre, par les redouter. Et il faut savoir que leur plus grande peur aux contrôlants, c'est la dissociation, la séparation. Un lien qui s'arrête les fait énormément souffrir s'ils le subissent. C'est la raison pour laquelle inconsciemment ils vont le faire les premiers. C'est eux qui coupent les liens quand ils sont déçus par quelqu'un ils n'accordent plus leur confiance. Ah ben c'est fini, hein, j'avertis. Il ne mettra plus les pieds ici, hein. Terminé. Il vaut mieux le faire à l'autre que le subir, tellement c'est souffrant pour lui. Et du coup, eux, vers quoi ils peuvent aller? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler pour apaiser cette blessure-là? Alors, notre contrôlant,
ça va être plus difficile parce qu'en principe, ils n'ont pas de problème. C'est que les autres qui ont des problèmes, tout va bien. Mais quand même, quand ils arrivent, ne serait-ce que par amour pour quelqu'un, à se rendre compte que leurs comportements sont toxiques pour leur relation, ils vont peut-être aussi pouvoir se remettre en question et accepter la vie de l'autre, avoir un esprit plus ouvert, plus tolérant, être capable de reconnaître leurs faiblesses, de se montrer vulnérable, parce que le contrôlant veut toujours se montrer fort, ce sont des guerriers. C'est une force, c'est une blessure de force, la blessure de trahison. Ils ne se laissent pas faire, ils ont la niaque. Et ils vont avoir à apprendre l'humilité, l'ouverture d'esprit, et puis aussi de se donner le droit d'être faible et vulnérable, et puis d'avoir des émotions, de pleurer, d'être de plus en plus vrai et naturel, et de faire confiance. C'est le mot-clé pour les contrôleurs. Alors là, j'arrive aux limites de ma mémoire et du coup, je ne me souviens plus du nom de la 5e blessure, mais si tu viens nous en parler en nous le nommant. Oui, avec plaisir. La dernière est aussi une blessure de force. C'est la blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice à laquelle on va essayer de se protéger d'elle en développant le caractère de rigide ou masque de rigide. Cette blessure, chronologiquement, dans le développement de l'enfant, est la dernière qui va apparaître. Elle va apparaître entre 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7 ans. Il faut que l'enfant soit capable déjà d'avoir érigé en lui des valeurs transmises par son éducation, de ce qui est bien, mal, correct, pas correct, ce qui se fait pas, juste, injuste. Donc déjà, ça demande un certain développement psychologique. Cette blessure, elle va se déclencher à un moment où l'enfant vit quelque chose de pas juste, selon lui, qui va le faire souffrir. Elle peut se déclencher aussi parce que cet enfant, en principe parent du même sexe, va avoir un parent raide, rigide dans les principes éducatifs. Pas toujours, hein, mais voilà, tu te tiens bien, ça se fait pas, attention, qu'est-ce que les gens vont penser? Cet enfant-là doit se conformer au cadre assez strict du parent qui éduque le plus. Et du coup, il va très vite perdre la spontanéité de sa personnalité. Et lui aussi va ériger sa vie sur ses principes. Bien, mal, correct, pas correct, ça se fait pas. En même temps, ce sont des gens qui vont développer plein de belles qualités, d'intégrité, de valeurs, etc. Des gens sur qui on peut compter. Physiquement, le corps du rigide, alors, les rigides ont la perfectionnite aiguë, mais ce n'est pas contagieux. Les rigides veulent que tout soit le plus parfait possible. Ils sont beaucoup dans le faire. Donc moi j'appelle ça la ferrite aiguë. Donc ces gens-là vont déjà développer un corps où ils auront le souci de faire qu'il soit le plus parfait possible. Le contrôlant contrôle les autres, le rigide se contrôle beaucoup lui pour être le plus parfait possible ou le plus correct possible selon ses valeurs. Donc un corps bien proportionné, quelqu'un qui regarde bien droit dans les yeux, qui a une voix claire, le contrôlant lui a une voix qui porte beaucoup, qui n'a pas besoin de micro, mais le rigide on l'entend bien aussi. C'est une personne qui donc a le souci des bonnes proportions pour son corps, va surveiller son corps. S'il y a un peu de ventre, va serrer avec une ceinture pour être le plus parfait possible. Ensuite, dans ses comportements, le rigide, c'est une personne qui, tout comme le fuyant, a un mental suractif, brillant. Donc beaucoup dans la tête, dans la réflexion, dans l'analyse, et complètement coupé de ses émotions. C'est quelqu'un, ça va toujours bien avec un rigide. Oh, ça n'a pas l'air d'aller ce matin, tu as une drôle de tête. Ah, mais si, ça va, pas de souci, tout va bien. Alors qu'on vient d'apprendre que son mari est parti avec sa meilleure amie. Pas grave. Hein, il minimise toujours pour pas aller sentir ce qui se passe. Donc là, au niveau émotionnel, plexus coupé complet. Notre rigide, c'est aussi une personne qui est très dans la performance, mais pas pour épater les autres, comme ferait le contrôlant. Le rigide, c'est de la performance pour dire « Ah, le soir, je me couche, satisfaction du travail bien fait ».
Donc le rigide est capable de recommencer 10 fois un truc jusqu'à la virgule, quoi, pour que ça soit nickel. C'est une personne aussi qui est dure avec elle, qui n'écoute pas ses limites. Hein. Peut tomber de sommeil mais travaille encore sur l'ordi, peut avoir mal à la tête mais va dire « Oh, moi, de toute façon, ça va passer tout seul, je ne vais jamais chez le docteur, je ne prends pas de médicaments. » Donc des gens qui sont durs avec eux-mêmes, qui sont exigeants, qui sont perfectionnistes et qui sont assez froids. Alors la plus grande peur du rigide, c'est la froideur, parce que cet enfant petit a eu un parent assez froid, un peu rigide aussi, et qui ne démontrait pas trop l'affection. Et souvent les rigides, ils se tiennent raides d'abord, ils peuvent marcher d'un petit pas sec, saccadé. Quand ils sont contrariés, ils parlent d'un ton sec. Ah bon? Ah bon? Tu trouves ça? Ah ben alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Les rigides dégagent cette froideur, en fait. Si on leur dit, ah ben maintenant que ça fait 6 mois que tu es avec nous dans le bureau, eh bien écoute, on ne te craint pas, mais on n'osait pas te le dire. Qu'est-ce qu'on te craignait quand tu es arrivé, on te trouvait froid? Ils n'aiment pas se faire dire ça, parce qu'ils ont souffert petit de la froideur d'un des deux parents. Juste, j'ai oublié de dire que le rigide, ce qu'il a à faire pour guérir ses blessures, entre guillemets, le rigide, lui, c'est d'apprendre à se connecter à ses émotions, à ses sentiments, à être moins dur avec lui, à écouter ses limites et à lâcher avec la perfectionnité lui, pour donner, voilà. Alors, ce que je comprends, c'est que ce travail de Lise Bourbeau permet d'identifier nos 5 blessures, peut-être les dominantes, d'où elles viennent et comment elles influent notre vie. Est-ce que les stages où il y a un accompagnement spécifique qui permet aux personnes de développer ça, ou il faut aller le chercher, ce changement ailleurs que dans les 5 blessures? Pour répondre à ta question, les 5 blessures, il n'y a pas besoin de faire Lise Bourbeau ou de venir avec moi pour avoir travaillé sur ces blessures. C'est le bon sens de l'être humain. Chaque fois qu'on a vécu une situation difficile dans notre vie, eh bien, on a essayé de réfléchir pour ne pas renouveler l'expérience et on a changé des comportements. L'avantage des 5 blessures, c'est que travailler, par exemple, le séminaire de 4 jours, j'en prépare un 5e, c'est d'aller à fond dans son paysage des 5 blessures pour aller le travailler en finesse, pour apprendre à soulager, apaiser et à être de plus en plus autonome quand la vie va nous envoyer encore une situation désagréable. Est-ce qu'en fait, ce qui permet le changement, c'est la prise de conscience de ma blessure qui permet de la repérer quand elle arrive et d'être moins embarqué par elle? Est-ce que c'est ça? T'as tout juste. D'accord. C'est la première clé du séminaire. La première clé, c'est la conscience qui déjà fait la différence. La conscience met du sens. Ça ne suffit pas d'être conscient. Après, il y a tout un travail, un cheminement. Ensuite, il y aura, dans les clés que je peux donner déjà, il y a une clé extraordinaire parce qu'il va s'agir de transmuter un comportement toxique et d'adopter à la place un comportement bénéfique. On devient les alchimistes de son espace intérieur, de son être. Donc, la personne doit être consciente. Elle se voit mettre un masque. Elle dit, ah oui, c'est mon masque de dépendante que j'ai là, oui, c'est mon masque. Ok, les gens disent, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on fait pour plus avoir les masques? Elle dit, ah ben non, il ne faut pas venir vers moi. Hein. Il ne s'agit plus de plus les mettre, parce que les masques nous ont protégés. Dans nos masques, il y a des comportements bénéfiques qui vont nous servir encore. On va les garder. Mais il y a des comportements toxiques. Chaque personne va décider de ce qu'elle veut transmuter. Et donc, elle va lâcher un comportement toxique pour adopter un comportement bénéfique. Mais avant ça, il y a la clé incontournable de l'acceptation. Cette acceptation dans le développement personnel et dans la démarche spirituelle pour libérer son être profond et aller vers un mieux-être durable, Lise Bourbeau l'a définit de cette manière. C'est pas avec le mental ou dans le dictionnaire, ça veut dire acquiescer, être d'accord. Non, la tête, on s'en fiche, hein, on la laisse dans le panier à côté. Elle n'a pas besoin de comprendre et d'être d'accord. C'est juste d'observer, constater, accueillir, aller avec, donner le droit, se donner le droit, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne comprends pas. Moi, je l'adore, cette clé. Chaque fois qu'on la tourne dans la serrure du cœur, il s'ouvre un espace en nous et il y a tout de suite un apaisement. Donc, on travaille beaucoup avec la clé de l'acceptation. Après, les clés, il y en a 35.
On apprend à identifier ses besoins. On va aller travailler sur ce que j'appelle l'émotone, qui est un outil de conscience émotionnelle. Il faut que les gens aussi soient capables d'accueillir les émotions. Les émotions sont attention, attention, alerte à bord, blessure du passé non guéri en vue. Donc bon, il y a toute une démarche structurée pour être autonome, pour gérer les situations difficiles et apaiser ses blessures. Pour des personnes qui voudraient avancer déjà par eux-mêmes, aller un peu plus loin que ce qu'ils ont pu comprendre dans cette vidéo, est-ce que tu as un ou peut-être 2 livres que tu pourrais conseiller pour ces personnes-là? Le livre essentiel, c'est le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, puisqu'elle elle a synthétisé les outils, enfin les prises de conscience et les observations du psychiatre John Pierrakos. Elle a écrit un livre là-dessus. Je le trouve, moi, très, très intéressant. Elle a aussi sorti depuis 2 ans un livre sur la guérison des blessures. Et puis, il y a même un jeu de cartes pour tirer des cartes avec des clés pour aller apaiser ses blessures. Les petites vidéos de YouTube aussi sur Lise Bourbeau, moi je trouve qu'elles sont assez parlantes. Voilà, pour les outils accessibles pour tout le monde et déjà sentir si l'outil convient ou pas. Il faut le goûter, c'est comme les boîtes de chocolat à Noël, il faut les goûter pour savoir si on aime. Marie-Pierre, merci pour toutes ces informations. Merci à toi Philippe. Et puis je vous souhaite donc d'aller éclairer ces blessures et de vous rendre la vie plus belle. À très bientôt. Au revoir.